Depuis Washington jusqu'aux collines de l'Est congolais, un vent diplomatique nouveau souffle sur la RDC. Sur la table, un accord de paix historique signé avec le Rwanda, un partenariat stratégique sur les minerais avec les États-Unis. Promesse de paix durable, intégration économique régionale. Ce soir, nous allons au-delà des communiqués officiels. Avec le professeur Christian Kabange, nous décortiquerons les forces, les faiblesses et les non-dits de ces accords. Opportunité historique ou marché des dupes. C'est l'heure de poser les questions qui fâchent et obtenir des réponses. Oh, Vous allez bien? ça va. Super, ça fait un peu plaisir de vous voir quand t'es... Bien sûr. Vous voulez qu'avec vos pères, vraiment. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, professeur, on commence avec les grandes nouvelles d'abord du moment. Cette année, en RDC, parce qu'on parle RDC, grâce à l'intelligence artificielle, les résultats ont été publiés non seulement 2 jours, un record historique, on doit le dire, tout le monde est d'accord, tout le monde en parle, mais c'est un record historique parce qu'en RDC, ça ne s'est jamais passé comme ça. Mais la question, c'est de savoir, professeur, est-ce une avancée technologique marquant, n'est-ce pas, un progrès ou un tournant pour la RDC, en parlant du côté éducatif, ou on peut dire que cette rapidité comporte-t-elle aussi à des risques potentiels, parce que c'est quand même l'intelligence artificielle. Merci pour la question. Je pense que on ne peut pas nier aujourd'hui le rôle que joue l'intelligence artificielle, Ouais, n'est-ce pas, dans l'évolution des différentes sociétés. exactement. Et le Congo ne peut pas échapper à cette réalité. Alors, avoir les résultats des examens d'État 2 jours après, Ouais. c'est vrai, c'est un exploit. Un exploit. Vrai, Mais oui. mais pourquoi pas 3 jours, 4 jours, 5 jours après? Exact. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est bien de réaliser cet exploit en termes de timing. Il faut se rassurer aussi de l'exactitude des résultats. C'est aussi un aspect important. Ouais. Bon, après, ça fait 25 ans que je suis passé sur voilà, les examens d'État. Ouais. C'est pas si le format est toujours le même, parce qu'il y a des questions de type traditionnel et puis des choix multiples, du moins à notre époque. Donc, pour le choix multiple, je comprends que ça peut partir, ça peut aller très vite. Oui. Mais sur les questions de type traditionnel, je ne pense pas qu'il soit recommandable de laisser l'intelligence artificielle apprécier. Apprécié. Les questions de type traditionnel, je suis dans l'enseignement, je sais Et évidemment, parce que qu'il faut toujours une marge d'appréciation. oui. Donc, il faudra peut-être attendre que le ministère de l'Éducation fasse son rapport et sa restitution pour savoir exactement Ouais. qu'est-ce qui s'est fait, comment ça s'est passé. Parce qu'en même temps aussi, il y a un autre aspect, c'est que le monnayage, la corruption, ça peut être permis d'éviter justement ces pratiques. C'est pratique, ouais. le- Bon, dépassé. Donc, il Genre, va falloir attendre que attendre le un. ministère Ouais. de l'Éducation fasse une restitution. Ouais. Ce qui n'a pas été encore été fait jusque-là. Peut-être parce que les résultats sont encore en train de En train de sortir, ouais. Mais peut-être pour expliquer exactement comment l'intelligence artificielle a été utilisée. Ouais. Et à partir de là, on pourra avoir un jugement exact. Un jugement exact, c'est ce qu'on attend en tout cas. Alors, toute autre chose aussi, parce qu'on parle de l'actualité, procès Moutamba. L'affaire, en tout cas, divise. Hein. C'est presque ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Procédure purement administrative ou alors véritable dossier pénal? Que relève, selon vous, professeur, cette controverse sur le fonctionnement même de la justice en RDC et sur la perception même qu'a la population? Parce qu'on a vu ce qui se passe à la cour, il y a eu des échanges entre voilà, le juge et voilà, le prévenu. Et qu'est-ce que cela donne comme image? Comment vous appréciez cela? Bon, je pense que de manière générale, il faut peut-être, mon commentaire va de commencer d'abord par une remarque, c'est que les marchés publics chez nous souffrent de beaucoup d'irrégularités. Et je pense qu'il y a un des experts qui est passé là qui expliquait que la plupart des marchés sont régularisés au moment des paiements, ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, qui divise peut-être certains dans l'opinion publique, c'est de dire, certains disent, ce sont des irrégularités purement administratives qui peuvent être corrigées parce que l'argent n'était pas encore entré en possession, n'est-ce pas, de la société contractante. Ouais. Mais le principe, il ne faudrait pas dire que lorsqu'il y a irrégularité sur le plan administratif, on ne peut pas aller sur le plan pénal. Ah. N'est-ce pas?
Ça veut dire que la responsabilité sur le plan administratif n'exclut pas la Pas du tout. responsabilité sur le plan pénal. Non. Ouais. Ça veut dire qu'une faute administrative peut conduire à une responsabilité pénale. Je prends un exemple. Par exemple, vous allez obtenir un permis de conduire, Par exemple, ouais. sans respecter la procédure administrative. Ouais. Vous vous retrouvez sur la route et vous commettez un homicide et vous cognez une personne. Vous n'allez pas dire que parce que le permis n'avait pas été, on va simplement rester sur les aspects administratifs. Non. Pas du tout. Donc, les aspects administratifs n'annulent pas la possibilité d'avoir justement un procès pénal et la responsabilité pénale établie. Mais je pense que dans ce procès, l'élément clé, c'est essentiellement parce que pour qu'il y ait responsabilité pénale, il y a 3 éléments. Il faudrait d'abord que sur le plan légal, l'infraction soit établie. En plus, sur le plan matériel, il faut qu'on ait posé des actes qui rentrent dans la qualification de l'infraction. Et puis, il y a l'élément moral. C'est au niveau de l'intention, une intention coupable. L'élément peut être subjectif, c'est-à-dire, par exemple, dans un meurtre, Ouais, par exemple. il y aurait une préméditation, disons, dans un assassinat ou un meurtre. Il faudrait que l'intention soit vraiment retenue Retenu au niveau du prévenu. Ouais. Mais il peut arriver, comme je venais de dire, les cas d'homicide involontaire, Exactement. n'est-ce pas? Ouais. Où on établit l'élément moral simplement sur une négligence. Négligence. Mais êtes-vous alors satisfait de la manière dont cette justice est en train d'être appliquée en RDC? Bon, je pense que Ou il y a encore beaucoup à faire? il y a beaucoup à faire, c'est clair. Ouais. Il y a beaucoup à faire lorsqu'on regarde la justice dans son ensemble. Dans son ensemble. Ouais. Je ne voudrais pas glisser sur le terrain populiste Oui, pour considérer ou dire que ce sera un procès politique. exactement. Pas. Ouais. Je ne voudrais pas non plus très vite jeter des fleurs Ah, sur la Cour de cassation. Je pense qu'il faut voir, attendre, lorsqu'elle rendra son jugement, voir exactement dans oui. la motivation, qu'est-ce qui sera Qu'est-ce que sera la motivation de pour adopter, aller dans un sens ou dans un autre. Super. Parlons remaniement gouvernemental. La nouvelle est tombée. Félix Tshisekedi avait promis d'ailleurs déjà un gouvernement resserré et ouvert. Mais l'équipe seminoise reste très proche, d'après beaucoup en tout cas, qui ont commenté aussi sur les réseaux sociaux, de l'ancienne configuration. Et l'ouverture apparaît même limitée, d'après certains. Quelle lecture politique faites-vous, professeur, de ce choix? Alors, par rapport au remaniement, je pense qu'il faudrait peut-être reculer un peu pour voir déjà qu'avant les crises, la crise qu'on a à l'est de Goma et Bukavu, le président avait déjà annoncé en début d'année un remaniement. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui, il avait déjà annoncé. Alors, après la crise qui secoue actuellement l'espace politique, là, on a organisé des consultations avec le conseil spécial du président de la République. Et l'idée, c'était d'aller vers un gouvernement d'union nationale. L'Union nationale, là, On ils avaient. parlait d'un gouvernement de la ouverture. Ouais. Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est de savoir, est-ce que ce gouvernement qui vient d'être publié, est-ce que c'est celui-là qu'on doit considérer comme le gouvernement d'union nationale ou de large ouverture? Bon, évidemment, on a des figures de l'opposition qui rentrent. On a vu Mosito, par exemple, Opposés de l'opposition. de l'opposition. Ouais. On a des ministres qui viennent des mouvements citoyens, Ouais. n'est-ce pas? Bon, mais dans le gros ou dans l'ensemble, lorsque on regarde la configuration de l'espace politique, c'est très difficile de considérer que toutes les forces politiques du pays, du moins une grande partie, seraient aujourd'hui représentées. Ouais. Donc, à mon sens, on a beaucoup plus à faire à un remaniement technique. C'est-à-dire, Technique. voilà, on a juste à aménager certains ministères. Un ministère partout. Pour que dans la plupart des forts portefeuilles, c'est des ministres qui étaient déjà là. Déjà là, exactement. Donc, je ne pense pas que ce soit déjà ce gouvernement d'union nationale. En tout cas, pas à ce point. Oui, ce qui est certain, c'est que En ce moment, en tout cas. la suite ou la durée de ce gouvernement dépendra justement de ce qui va se passer dans l'espace politique. Dans l'espace politique. Dans le mois qui vient, Exactement. d'ici les échéances. 2028.
On verra bien ce qui va se passer en ce moment. En tout cas, parlons de paix et diplomatie en ce moment, professeur, parce que ici à Washington, beaucoup de choses se préparent déjà, avec tout ce qui se passe entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda. Accord de paix Washington, peut-on dire, professeur, que la RDC tient enfin ce qu'elle cherche depuis plus de 30 ans? En tout cas, le gouvernement, les membres du gouvernement Tshisekedi continuent à en parler. Une paix durable qui a toujours été recherchée en RDC. Est-ce la fin de ce conflit à l'est de la RDC? Alors, accord de Washington, ben, ce que je dirais en premier, c'est que la vocation de tout accord de paix, Oui. c'est de scier la fin d'un conflit, De conflit armé, oui. n'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faudrait appréhender l'accord de Washington. Mais évidemment, quelques observations s'imposent. C'est que, premièrement, il faudrait éviter une lecture séquentielle. C'est-à-dire que l'accord de Washington n'est pas la première tentative. Ça fait 30 ans que la situation dure. Il y a eu plusieurs accords avant ça. L'accord de Lusaka et voilà, l'accord avec le CNDP. Donc, bref, il y a eu plusieurs tentatives. Et donc, l'accord de Washington est néanmoins une étape nouvelle dans cet effort de pacification et l'Est. Mais l'élément essentiel ici, sur lequel il faut peut-être insister, c'est que l'efficacité d'un accord de paix dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'interprétation qu'on en fait. Vous voyez, depuis que l'accord a été signé, il y a eu des interprétations parfois divergentes. Oui. Peut-être Oui. revenir sur ça, ouais. FDLR et du retrait des engagements des troupes rwandaises. Donc, les aspects liés à l'interprétation sont des aspects essentiels qui déterminent l'efficacité justement de l'accord à atteindre cet objectif. Ouais. Et il y a aussi les mécanismes, n'est-ce pas, politiques et juridiques, et je voudrais permettre à chaque partie de respecter ses engagements. Je pense que, on reprend de manière claire, c'est que l'accord est une chose, Oui. mais son exécution est une autre. Et c'est pourquoi je voulais encore toujours continuer dans le même, parce que je vous laisser répondre à ça. Alors, force et faiblesse, quels sont, à votre avis, professeur, les principaux atouts, mais aussi les limites de cet accord, comme vous êtes en train d'en parler pour la RDC? Alors, sur les points forts de cet accord, je pense que quand même, déjà, lorsque vous regardez à l'origine, le Rwanda n'a pas voulu signer pratiquement les mêmes termes à Luanda, c'est vrai. Mais ici, la RDC a réussi, n'est-ce pas, à le contraindre à aller sur le terme de cet accord. Alors, déjà, il faudrait considérer que cet accord, moins du côté congolais, est signé avec un paradigme. C'est celui d'arracher tout prétexte à l'agresseur d'hier, n'est-ce pas? C'est comme ça, par exemple, que, évidemment, on va revenir sur ça lorsqu'on va parler de l'interprétation. Toutes ces tergiversations autour de désengagement et de retrait, en fait, l'un des avantages, c'est de dire, ben, écoutez, au moins ici, si le Rwanda ne respecte pas les termes de l'accord, on aura démontré une énième fois, n'est-ce pas, à la communauté internationale et essentiellement à ceux qui se sont portés garants de cet accord, qui sont les États-Unis, pas les moindres, Ouais. une fois de plus, démontrer la mauvaise foi du Rwanda à pacifier, à remettre de l'ordre à l'Est. Bon, les points faibles, je dirais que, comme tout accord, il n'est pas parfait. Il a sa part. La meilleure version de cet accord, je dirais, aurait été un accord qui aurait été peut-être rédigé exclusivement par les Congolais. Et à ce moment-là, on aurait mis tout ce que nous, on veut voir. Mais ici, on est dans une logique d'un accord de paix, où chacune des parties essaie de faire prévaloir ses prétentions. Bon, le plus important pour nous, c'est de nous appuyer sur les mécanismes, les termes de l'accord qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Et cet objectif, justement, c'est d'obtenir pour nos populations de l'Est une paix durable. Et j'aimerais insister sur le fait que signer l'accord est une chose, mais le mettre En exécution, et d'ailleurs, pour ça, lorsque la question a été posée à la ministre Kaikwamba Wagner, n'a pas donné une date. Ouais, elle n'a pas donné une date effective de la. C'est un processus. Exactement. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, le plus important, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est de travailler
pour nos objectifs à nous en tant que Congolais, pour qu'on arrive à les réaliser jusqu'au processus d'exécution de cet accord. Alors, professeur, en parlant toujours de ces aspects économiques de ce deal, nous avons interviewé un des opposants congolais, Rex Casadutz, qui a rejoint le groupe rebelle 123. Et je vais vous montrer ce qu'il a dit et peut-être que vous allez répondre aussi à ses préoccupations. C'est une démission. C'est-à-dire que la sécurité, c'est la souveraineté du pays. Et deuxièmement, signer un accord où nous allons être les vassals des États-Unis pour les 30, 40, 50 prochaines années, c'est comme si on s'est auto-mis dans une position d'équilibre. Nous sommes devenus ceux qui disent comme des Européens sont tellement fiers d'être à la solde de l'Occident, qui sont prêts à être des chiens heureux, qu'on nous remette la laisse pour servir les intérêts étrangers juste parce qu'ils veulent rester aux affaires pour quelques mois ou quelques années. Ils sont d'avant toutes les richesses du Congo, avant toutes les richesses et futures générations, pour que pendant les 3 prochaines années, qu'ils puissent être à la tête du pont. Alors, comprenez très bien que d'après lui, ce deal va beaucoup plus avantager certaines personnes du gouvernement actuel que la population congolaise. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, très rapidement, je ne voudrais pas être mesquin en disant que c'est une réflexion banale, mais je pense que lorsqu'on comprend comment l'économie internationale fonctionne, on comprend que forcément, il ne suffit pas d'avoir des minerais dans son sous-sol. Il faut avoir les capitaux pour les exploiter. Et donc, aujourd'hui, n'a pas les capitaux pour exploiter ces minerais. Voilà pourquoi, lorsqu'on a adopté le code en 2002, on est allé vers un régime de libéralisation, justement, pour attirer les investisseurs. Et parmi les investisseurs aujourd'hui dans l'économie internationale, il n'y a pas que les Chinois, il y a les États-Unis. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, il serait insensé de dire que lié avec les États-Unis, c'est forcément brader les richesses du pays. Non, on a besoin d'États locaux. La question, c'est les termes dans lesquels vous négociez. Vous comprenez? Là où il y a plutôt. Donc, il y a une première démarche qui va se faire d'État à État, mais il y aura certainement des contrats liés spécifiques. Et c'est à ce moment-là que la législation congolaise va entrer en considération, où il faudra, n'est-ce pas, du au ciel, de manière à ce que les intérêts congolais sont garantis. C'est pas trop de guide que non, il n'y a que les Américains qui vont gagner, Mais non, les Américains ne viennent pas faire des affaires pour ne pas gagner. Il n'y a personne qui va dans les affaires pour ne pas signer un contrat d'investissement pour ne pas avoir des bénéfices. Donc, les Américains vont certainement chercher à négocier le meilleur deal. Mais c'est aussi nous, Congolais, qui devrons négocier justement pour que les intérêts de la RDC Et que la population congolaise soit leur ajouter, qu'il y ait de la création d'emplois, même si c'est vrai que le secteur minier n'est pas très créateur d'emplois. Mais il y a un travail à faire. On ne peut pas dire on va rester nous-mêmes Congolais alors qu'on n'a pas des capitaux. C'est pas logique. Alors, professeur, il n'est pas le seul à avoir pensé comme ça, parce qu'il y a aussi l'analyste Kerwin Maizo, que je vais vous montrer ce qu'elle a vu. C'est quoi? Quand on a signé l'accord de principe ou la déclaration de principe entre les États-Unis et les Congo, si vous lisez là-dedans, il est clair que les États-Unis ont investi des milliards dans les mines congolaises. Ils ne vont pas investir des milliards pour le Congo, mais ils vont investir des milliards pour l'exploitation des minerais. Ils vont construire des infrastructures pour l'exploitation des minerais. Et même les volets sécuritaires, les numéros 2 de l'Afrique, c'est-à-dire l'armée américaine pour l'Afrique, le numéro 2 de l'Afrique a déclaré que même la formation qu'ils vont donner à quelques militaires congolais, même ceux qui donnent aux Rwandais, c'est beaucoup plus pour protéger les investissements et les infrastructures que les Américains ont construites pour l'exploitation de ces minerais. Nulle part, il est dit que les Américains viennent en filantrant investir pour donner du travail aux Congolais. Ceux qui ont du travail, c'est les Rwandais. Parce que au Congo, on va exploiter les minerais, mais par contre, au Rwanda, on va les raffiner, on va les traiter et on va les exploiter.
c'est le Rwanda qui cache tout. Le Congo va gagner quoi? Ce sera la pollution. Je pense que tu vois, c'est de la spéculation. Parce que d'abord, il n'y a pas encore un accord déjà conclu entre la RDC et les États-Unis, n'est-ce pas? Et personne ne va dans les affaires pour dire, il parle de philanthropie. Vous avez déjà vu un investisseur aller investir en faisant de la philanthropie? La philanthropie peut être une activité de secondaire, des activités justement parfois conséquentielles sur le plan fiscal. Mais lorsque un investisseur prend ses capitaux pour aller investir, c'est pour obtenir des bénéfices. Mais c'est maintenant l'État hôte. Et c'est encore là la preuve que beaucoup de gens font des commentaires sans vraiment maîtriser le droit des affaires, n'est-ce pas? Lorsque l'État hôte, lui, reçoit l'investissement, il doit être capable de négocier cet investissement dans des termes où lui aussi arrive à tirer sa part bientôt. C'est ça qu'on appelle les accords gagnant-gagnant. Donc, il parle des accords de principe, mais il n'y a pas encore un accord, clairement, entre les États-Unis et la RDC. Et lorsque les États-Unis définissent qu'est-ce qu'ils ont comme objectif, je vous ai dit que l'objectif, c'est la sécurisation de l'approvisionnement en minerais critiques. Mais c'est maintenant à nous de savoir. Et d'ailleurs, la personne qui parle ne sait même pas que l'article 108, je pense, bis et tertio du Vous voulez dire Kerwin Malzo? voilà, et exige que le traitement se fasse en RDC, mais que si on ne va pas faire le traitement des minerais en RDC, qu'on puisse donner des justifications qui soient légales, et cette exemption ne peut se faire que de manière temporaire, et même dans ce cas-là, il faudrait définir des mécanismes de compensation sur le plan fiscal. Donc c'est une matière technique, on ne peut pas s'amuser comme ça à venir devant les écrans et puis parler en exprimant ses états d'âme, n'est-ce pas? Évidemment, c'est la liberté d'expression, tout Congolais peut dire. Tout Congolais ouvre de... Mais je pense que le principe, je l'ai dit dans l'autre émission, c'est que lorsque l'RDC décide de négocier un contrat sur ces minerais, que ce soit avec les États-Unis, la Chine, la Russie ou d'autres pays, ce sont des pratiques qui se font dans le droit international des investissements. Mais les plus importants, c'est les termes dans lesquels vous négociez ces accords. Et là, on n'a pas encore un accord entre les États-Unis. Et même si le Rwanda devait demain, n'est-ce pas, trouver des contrats sur les minerais du Congo, ça ne va pas se faire comme si la RDC donnait un cadeau au Rwanda, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous devez tirer des bénéfices dans un investissement, ça veut dire que vous avez aussi investi. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas mettre la charrue avant les deux. Il faudrait plutôt lécher les choses de terre et insister sur le fait que les représentants du gouvernement et de l'État congolais va très bien négocier chacun de ces accords pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation perdant. Polémique autour de la résolution 2773. Certains, comme l'honorable Thomas Louaka, estiment que l'accord a bradé la résolution en n'exigeant pas le départ immédiat des troupes rwandaises et en conditionnant ce retrait à la neutralisation des FDLR. Partagez-vous cette inquiétude? Certains ont commenté sur les réseaux sociaux, ils sont d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, écoutez, tout le monde peut analyser l'accord. Exactement, oui. Oui. Évidemment, il y a la lecture populiste où parfois ceux qui ne comprennent pas les principes d'interprétation du droit international se livrent à une interprétation populiste. Mais je ne pense pas qu'il y ait une dissonance entre l'accord de Washington et la résolution 2773. Et surtout pas tel que c'est expliqué là. D'abord, je vais du point de vue de la forme. Oui. Lorsque vous prenez l'accord de Washington et que vous lisez déjà le préambule fait une référence expresse à la résolution 2773. Je pense que c'est le paragraphe 4 qui dit expressement que nous reconnaissons les termes de la résolution 2773. OK? Alors, quels sont les termes de la résolution 2673? Et là, je vais essentiellement me centrer sur ces deux aspects qu'on a voulu opposer. La question du désengagement des forces rwandaises à RDC, oui. Et celle du retrait immédiat et inconditionnel. Lorsque vous lisez, là je repars maintenant dans la résolution 2773. Ouais. La résolution 2773 fait allusion au paragraphe 4, au retrait immédiat et inconditionnel de rwandaises. Et en même temps, au paragraphe 5, la résolution invite les parties à appliquer, n'est-ce pas,
le mécanisme concerté du CONOPS de 2023 Ouais. de Luanda, n'est-ce pas? Exactement. Justement. Et c'est là qu'on parle de désengagement. Et donc, c'est pour dire quoi? Que la résolution 2773 elle-même déjà mettait sur, voilà, dans un même instrument, la question Les deux, de, ouais, comment, du des engagements règlement, harmonisés, ouais, puis celle du du retrait aussi. immédiat et inconditionnel. Ouais. Alors, je vais expliquer parce qu'il ne faudrait pas Ouais. que les gens se perdent. Lorsque la résolution parle du retrait immédiat et inconditionnel, c'est tout simplement parce qu'elle fait allusion à la décision unilatérale prise par le gouvernement rwandais d'envoyer des troupes en RDC pour soutenir la rébellion du M23. Et ça, du point de vue du droit international, c'est une agression, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a aucune théorie, il n'y a aucune explication, il n'y a aucun fait qui peut justifier voilà, cette approche. Cette approche. Voilà pourquoi, en dépit de la réalité, voilà, de ce qu'on peut appeler les FDLR, d'ailleurs, en réalité, sont un véritable prétexte, on le sait. Ouais. En dépit du fait que la résolution invite les partis justement à travailler sur ça, Ouais. mais elle n'a pas hésité à demander un retrait immédiat et inconditionnel. Et l'accord de Washington ne remet pas justement ce principe en question. En question. Même Ce s'il qui est beau, certains ont pensé que le Washington en remettait en question. s'il ne mentionne pas expressément le retrait immédiat et inconditionnel, Oui. mais il suffit de lire l'article 1 au point 4 de l'accord de Washington pour comprendre que les partis s'interdisent tout acte d'agression. Automatiquement. Donc, automatiquement, on ne peut même pas discuter d'une légitimation et d'une pérennisation de l'agression en se basant sur les prétextes puisés dans voilà, le plan harmonisé de Rwanda. Non. Mais comment, en parlant alors comment vous dissociez, dissocier réellement la question de FDLR et de celle de la présence militaire rwandaise, alors que le plan, par exemple, de Luanda, c'est CONOPS, hein, voilà, 2023, liait déjà les deux. Voilà, 2024, merci, liait déjà les deux. Oui, alors, j'aimerais d'abord qu'on se mette d'accord. Oui, je vous ai dit que pour qu'un accord puisse être effectif, il y a des aspects liés à au mécanisme d'exécution. Au niveau de l'interprétation, il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Si on veut que l'accord de Washington puisse produire ses effets, et dit les partis, il faut qu'il soit interprété en respectant les principes du droit international. OK? Alors, comment est-ce qu'on en arrive à faire une dissociation? Eh bien, il faudrait d'abord partir du fait que, d'un côté, on a une décision prise de manière unilatérale par le gouvernement rwandais d'envoyer ses troupes dans un autre pays pour soutenir une rébellion. Ça, c'est une agression, n'est-ce pas? Et cet acte-là ne peut pas être blanchi ou justifié par rapport justement au plan harmonisé de Luanda. Parce que le plan harmonisé de Luanda, c'est quoi? C'est deux choses. La première des choses, c'est que d'une part, on rappelle à la RDC son obligation en droit international de ne pas abriter les activités subversives entre un autre État. Encore que cette obligation pèse autant sur le Rwanda et sur l'Ouganda, parce que c'est une obligation réciproque. Or, si vous regardez par exemple les 25 dernières années, les FDLR n'ont pas attaqué le Rwanda, n'est-ce pas? Donc la menace qui est portée comme un argument ou un prétexte ne se justifie pas. Et lorsque vous regardez de l'autre côté, depuis l'AFDEL 97 jusqu'à aujourd'hui, toutes les rébellions qu'on a eues au Congo sont parties soit de l'Ouganda, soit ont été soutenues par le Rwanda. Vous comprenez? Donc déjà au niveau de cette obligation de ne pas abriter des activités subversives contre un autre État, et vous pouvez déjà voir que des trois pays, si je dois les mettre comme ça, la RDC est un bon élève, n'est-ce pas? Alors je reviens maintenant à la question des FDLR pour dire ceci, c'est que l'obligation pèse certes sur la RDC, n'est-ce pas? Encore que, on l'a démontré à plusieurs reprises, les FDLR, il n'y a qu'un résidu qui reste. Donc, déjà en partant de là, vous devez savoir que la RDC a accepté d'aller dans une logique de coopération, de collaboration.
Lorsque vous prenez, par exemple, les différents mécanismes, il y a le mécanisme de 2010, c'est un mécanisme de vérification qui demande justement que la RDC accepte que des représentants rwandais puissent être dans ce mécanisme pour vérifier justement toutes ces accusations et ces allégations autour des FDLR. Pour que tout soit clair. Voilà. Ouais. Et lorsque vous prenez l'accord de Washington, il y a un mécanisme conjoint de coordination de sécurité qui est prévu justement en phase avec le plan harmonisé de Luanda. Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est là que je veux insister. C'est que la question des FDLR, de leur neutralisation, n'est-ce pas, est conçue autant dans l'accord que même dans le plan harmonisé de Rwanda, dans un cadre de concertation, n'est-ce pas? La concertation veut dire tous ceux qui viennent représenter le Rwanda, et même c'est un mécanisme qui s'ouvre à tous les représentants régionaux, et même les darons de l'accord comme les États-Unis et que les autres des Nations Unies. Ces représentants-là viennent en RDC avec le consentement de la RDC. C'est un mécanisme conjoint et concerté qui ne doit pas être, par tous ces États. Voilà, qui ne doit pas être confondu avec une décision unilatérale prise par le Rwanda d'envoyer ses troupes en RDC qui reste un acte d'agression, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous dissociez les choses comme ça, vous comprenez donc que dans le contexte du plan harmonisé de Luanda et de tous les mécanismes, même le mécanisme de vérification qui existait, c'est une logique de collaboration et non pas une violation de la souveraineté de la RDC. Et donc, vous comprenez par conséquent que le retrait immédiat et inconditionnel des forces rwandaises qui sont venues sur une décision unilatérale n'est pas négociable, n'est-ce pas? Donc, lorsque certains veulent opposer les concepts de retrait, de désengagement en cherchant des refuges, des subterfuges, je pense qu'on se perd. J'insiste sur le respect de principe de droit international que vous avez mentionné d'ailleurs. Non, parce que accepter que les troupes rwandaises restent en RDC jusqu'à ce qu'il y ait une soi-disant neutralisation définitive des FDLR, ça serait pérenniser l'agression. Exactement. Lorsque vous lisez la première phase du plan harmonisé de Luanda, qui concerne d'ailleurs les actes de préparation, déjà on vous dit que les troupes rwandaises doivent s'interdire, n'est-ce pas, des actes, de poser des actes transfrontaliers. Donc déjà à la phase préparatoire. Pourquoi? Parce que lorsque le Rwanda évoque la levée de ces mesures défensives, ces mesures défensives, quelles qu'elles soient, elles ne peuvent pas être des mesures viol droit international. Ça serait donc une erreur de considérer que le désengagement ou le retrait serait conditionné d'abord à la réalisation de FDLR, parce que ça serait pérenniser l'agression. Alors que Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus à la Maison-Blanche, comment, professeur, vous évaluez le rôle des États-Unis et du Cap dans cette médiation? Parce que ça se passe ici à Washington et on entend qu'il y a un groupe qui se rencontre à Doha. Comment vous évaluez ces rencontres? Je pense que d'abord, Doha, Washington, il y a forcément un lien. Parce que la crise à l'Est a une dimension endogène et exogène. Et donc, lorsque vous lisez même l'accord de Washington, on évoque le fait que les partis doivent s'interdire de fournir un soutien, n'est-ce pas, force négative ou à toute rébellion. Donc, le fait de couper l'herbe à la rébellion, disons, d'empêcher ce soutien du Rwanda, a nécessairement un impact sur justement le fonctionnement de la rébellion. Alors, sur le rôle des États-Unis, sur le rôle de Doha, je pense qu'il y a deux observations. La première, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'interroger aussi sur l'efficacité de l'Union africaine. Parce qu'en réalité, c'est le rôle que devait jouer l'Union africaine. C'est le rôle qu'a tenté l'Union africaine de jouer à plusieurs reprises aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ces résultats-là? C'est ce que j'allais te poser comme question. Je ne mets pas forcément l'Union africaine sur le banc des accusés. Mais c'est quand même une question valide à poser. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le panafricanisme africain doit être repensé. Pourquoi? Parce que
Enfin, aujourd'hui, on voit comment, Traoré et tous les autres qui sont en train de remettre un peu ce panafricanisme C'est vrai. et qui ne sont pas contents de voir ce qui se passe ici à Washington, où les présidents africains. Oui, c'est vrai. La difficulté aujourd'hui, c'est que il faut reconnaître que aujourd'hui, dans actuel de l'Union africaine, l'Afrique a du mal à parler d'une seule voix, parfois sur des causes aussi claires et critiques, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez par exemple la dernière crise qu'on a eue à l'Est avec le M23, le président de la Commission africaine a eu du mal à qualifier le M23 de rébellion, n'est-ce pas? Alors que, et très clairement, il était clair que le M23, c'est une rébellion. Ouais, Il a eu du mal à condamner l'agression rwandaise. c'est exact. Alors, si l'Union africaine ne sait pas s'assumer sur les principes fondateurs Ouais. de l'Union africaine, ça devient simplement une caisse de Résonance. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect sur la médiation américaine de Doha, je pense qu'il faut faire cette analyse du point de vue économique. C'est-à-dire que pour les États-Unis, bon, c'est vrai, politiquement, pour être correct, on veut évidemment être un acteur principal. Je voudrais mettre fin à une situation qui dure depuis Depuis 3 décennies, ouais. pour le président Trump, ça serait assonnatif sur le plan politique. Et sur le plan économique, il y a une stratégie aujourd'hui pour les Américains de voudrait justement sécuriser leur approvisionnement en minerais critiques. Ouais. Or, lorsqu'on parle des minerais critiques, la RDC est incontournable. Vous avez vu par exemple, avant que Donald Trump arrive au pouvoir, c'est son prédécesseur qui allait pour justement le couloir de l'Oguito. Donc tout ça, c'est une stratégie économique. Et justement, pour arriver à cette finalité, il faudrait remettre de l'ordre, du moins, dans la partie. On retrouve beaucoup de minerais critiques, justement avec les 3T, État, Et ouais, tout ça, c'est minerais. puis voilà. Donc, alors, maintenant, pour le Qatar aussi, Oui. des intérêts économiques. Des intérêts économiques. Des intérêts économiques Oui. au Rwanda Au Rwanda. et des intérêts économiques dans l'or du Congo, Ah n'est-ce pas? ah. Parce que 60% de l'or qui est extrait au Congo, justement, c'est les Émirats arabes unis et puis, évidemment, de manière informelle, Informel. l'Ouganda et le Rwanda. Ouais. Donc, je pense que les enjeux de cette médiation Oui. sont à la fois politiques, Politique. Donald Trump, mais aussi Économique. Et moi, j'aime beaucoup la partie économique parce que ça m'amène à ma question. On s'approche à la fin déjà de cet entretien. Cet accord est présenté, professeur, comme un tournant pour, en tout cas, le développement de la RDC. Vous venez de le dire. Les économistes soulignent, certains en tout cas, soulignent que 3 conditions de réussite, des objectifs clairs d'abord. Et je pense que vous et moi avions parlé dans une de nos émissions, des objectifs clairs, un engagement équilibré et des mécanismes solides de suivi. Vous l'avez dit aussi dans une de nos émissions. Pensez-vous, professeur, que la RDC est préparée ou est prête à les appliquer aujourd'hui, d'après votre analyse? je pense que je pense que Parce que certains, en tout cas beaucoup pensent qu'il y a un manque de préparation, ils continuent à dire qu'il y a un manque de préparation et même d'appropriation locale qui peut conduire à l'échec à cette... Mais bien sûr, évidemment, je pense que, premièrement, il faut comprendre la vocation économique de la RDC. C'est-à-dire que le potentiel en ressources naturelles de la RDC fait en sorte qu'aujourd'hui, dans l'économie mondiale, la RDC est un acteur dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire qu'au vouloir et pas, de manière formelle ou informelle, les grandes puissances viendront vers la RDC. Et on est déjà en train d'assister à cela avec justement un engouement renouvelé des États-Unis vers la République démocratique du Congo. Alors, c'est à nous maintenant de travailler sur le plan structurel, justement, pour arriver à organiser les choses dans la négociation, justement, de l'accord signé avec les États-Unis, qui est certainement en cours, pour obtenir les meilleurs termes. Le RDC, évidemment, partenaire aussi, ce qu'on appelle des accords gagnant-gagnant. Après, il va falloir
pas simplement négocier correctement cet accord-là, mais il faudra aussi maintenant, au niveau des investisseurs qui viennent, négocier les contrats d'État avec beaucoup d'intelligence, n'est-ce pas? Oui. L'expérience de la SICOMIL n'était peut-être pas très bonne, évidemment, parce que on était sur un très bon concept, mine contre infrastructure, mais la négociation du contrat que octroyait une opération tous azimuts jusqu'à ce que le projet soit remboursé n'était pas une bonne clause, n'est-ce pas? Aujourd'hui, évidemment, le président Tshisekedi et son équipe ont essayé de rattraper les choses d'une certaine manière. Et il ne faudrait pas vivre la même expérience avec les prochains accords qui seront négociés avec les États-Unis. Je pense qu'il y a un travail à faire à un autre niveau et peut-être aussi souligner la question de l'intégration économique. Parce que beaucoup de gens se posent ces questions. Il y a un accord de principe sur l'intégration économique entre le Rwanda et la RDC. Je veux peut-être dire un mot sur ça pour dire que l'intégration économique est considérée dans un modèle d'économie libérale comme un mécanisme qui devrait servir, qui pourrait servir à promouvoir la prospérité. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'intégration économique souligne ou voudrait établir un cadre pour faciliter la libre circulation des marchandises. Alors, que cet aspect se retrouve dans l'accord de Washington, je pense que ceux qui se posent des questions sur ça ont une lecture sélective de l'histoire. La question de l'intégration économique entre la RDC, le Rwanda et le Burundi part de la CEPGR, qui a été créée en 1976. Comprenez, donc ça fait déjà près de, je crois, si je ne m'abuse pas, 50 ans après, n'est-ce pas? Et après, il y a eu la CIRGL. Et donc, la question de l'intégration économique, c'est une question essentielle qui intéresse toutes les populations des pays des Grands Lacs. Donc, c'est maintenant à nous, en tant que Congolais, de travailler justement pour que les intérêts et les objectifs de la RDC soient respectés à toutes les prochaines étapes. Que ce soit sur les investissements miniers, que ce soit sur les accords commerciaux, tout ce qui pourra se faire, il faudra travailler, et même sur la question de la traçabilité, de la transparence, de la transaction, approvisionnement des minerais. Vous savez que les mécanismes qui existent aujourd'hui, s'il y a des mécanismes de l'OCDE, de la CIRGL, qui existent jusqu'aujourd'hui, n'ont pas permis d'endiguer la contrebande, l'exploitation illicite de ressources. Alors, il faut une réforme. Et cette réforme, on ne va pas la faire tout seul. Il faut un cadre de discussion, évidemment, avec le Rwanda et tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur des minerais. Donc, il y a tout un travail à faire. Il y a tout un travail à faire, un grand travail à faire. Au niveau de la RDC, il faudrait vraiment que le narratif, que la stratégie, que l'approche soit claire pour qu'on ne se fasse pas duper et que les intérêts soient mis de l'avant et respectés. Alors, je finis peut-être par une question un peu pour amuser la galerie. On a vu comment Donald Trump reçoit ses hôtes à la Maison-Blanche. Pensez-vous qu'il va effectivement faire la même chose avec le président Félix Tshisekedi ou Paul Kagame à la Maison-Blanche? On a vu comment il est un peu mon foutiste dans ce sens. Je pense que ce qui est vrai, c'est que le président Trump est imprévisible. Imprévisible, c'est ça le mot. Il reçoit ses hôtes dans un cadre très particulier, c'est-à-dire on veut faire la paix. On veut se rassurer qu'il était correct. Donc, si Et d'ailleurs, on peut en parler. c'est normal. Si la rencontre, celle-là, c'est pour l'objectif, c'est justement de La pose d'une logique d'explication. Je pense que la tech peut s'y passer. il faut faire cela naturellement molloble. Donc, j'ai dit, c'est pas un coup d'âme, c'est le président de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que il lui sera donné, je l'espère bien, comme à tous les autres, les honneurs. Donc, je pense que essentiellement, il faut attendre. Pourtant, en tout cas, je pense que c'est à obtenir, comme je l'ai dit, l'exécution. Mais dans des questions
permettre à RDC justement de faire respecter sa souveraineté ou territoriale. Ce que nous, on veut justement, c'est que cet accord puisse être le dernier et qu'on puisse arriver justement à pacifier et pourquoi pas à long terme arriver à retrouver justement cette relation amicale qu'on a eue avec nos voisins, justement, mais sans oublier la question de la justice transitionnelle. Exact. Ça veut dire qu'il ne faudra pas que les coupables, ceux qui se sont rendus coupables d'exactions, puissent, au nom de la réconciliation, un peu échapper à la justice. Voilà. Professeur, merci, c'est toujours un grand plaisir. Non, c'est un grand plaisir. Merci Roger, ça me fait plaisir. Super.